nous recevons Hervé Moreau, ancien officier de gendarmerie, auteur du livre Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus, déjà 25 000 exemplaires vendus. Et aussi, je vous laisse en parler évidemment, votre parti politique que vous venez de créer, n'est-ce pas, Notre Nation. Absolument, Monsieur Posa, cher Jean-Étienne, merci de me recevoir à Radio Courtoisie. Eh bien, le succès d'une œuvre littéraire, première, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, dont nous avons dépassé les 25 000 exemplaires vendus, une première existence en auto-édition et puis une seconde grâce aux éditions Magnus, dans une version augmentée, réactualisée, à la portée bien plus impactante, à mon sens, que l'édition originale. Donc, merci à mes éditeurs et éditrices, Laura Magnier, Laurent Oberton, d'avoir bien voulu me faire confiance. Et le succès est au rendez-vous pour cette diffusion nationale. Je rencontre mes lecteurs chaque samedi un peu partout en France, là où il m'est possible, et j'étais au Cultura de Dijon samedi dernier. Je serai à l'espace culturel Leclerc de Tignes en Isère samedi prochain, rencontrer bien cette France qui demande à connaître la vérité, qui demande à savoir ce qu'il en est de cet univers qui lui est souvent méconnu, même si hélas de plus en plus de nos concitoyens ont affaire à la justice au regard des préjudices qu'ils subissent. Et puis bien sûr la suite presque logique, pourrait-on la qualifier, avec Notre Nation, ce nouveau parti politique dont j'ai pris la tête, qui existe depuis un peu plus d'une semaine, qui est en pleine phase de construction et puis qui connaît un succès retentissant parce qu'ils sont des centaines et des centaines à nous avoir rejoints en quelques jours, près d'1 millier. Donc le succès est là et nous espérons qu'il va se poursuivre parce que nous portons une autre manière de faire de la politique. Nous portons la droiture, l'honneur, le vrai sens de la politique à notre sens, servir la politique par le peuple et pour le peuple, et c'est ce que nous voulons au sein de Notre Nation. Notre site, notrenation.fr, numérique bien sûr, dans lequel nous précisons notre programme, nos intentions. Nous augmentons les thématiques chaque semaine de manière à informer et instruire ceux qui nous rendent visite, ceux qui veulent s'informer de ce que nous avons l'intention de faire si nous parvenons au pouvoir, bien sûr. Les échéances seront préparées, nous allons nous structurer très bientôt avec bien sûr comme chaque parti des comités départementaux, des référents départementaux et puis la prochaine grande bataille en principe en 2026, les municipales où nous présenterons des candidats de manière à pouvoir compter dans le champ politique français et porter ces valeurs, ces vertus, ces idéaux qui nous tiennent tant à cœur, les personnes, hommes et femmes issus du terrain, qui ne supportent plus ce à quoi nous sommes confrontés maintenant en France depuis trop longtemps. Nous ne supportons plus les lâchetés, les impuissances, mais nous allons y revenir, Jean-Étienne, au regard de l'émission, au regard des thématiques que vous allez aborder. Et nous allons essayer d'apporter une réponse pratique, pragmatique à ces Français qui désespèrent, qui n'en peuvent plus et qui ne veulent plus d'une très grande partie de cette classe politique qui les a tant trahis et tant trompés. Eh bien, écoutez, très clair. Merci. Vaste programme. Et bon, comme vous l'avez compris, cher Hervé Moreau, donc vous êtes au Libre Journal du numérique et nous allons commencer à parler du numérique et de la sécurité publique, si vous le voulez bien. Et ma première question sera la suivante. En tant qu'ancien gendarme, comment percevez-vous l'impact des technologies numériques sur l'évolution de la délinquance, notamment dans les zones rurales que vous avez évoquées dans vos livres ? L'évolution de cette évolution numérique, c'est difficile à quantifier. Elle a une incidence, c'est absolument certain, par rapport au déclenchement des actes délictuels ou criminels, que ce soit en zone urbaine ou rurale d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire, c'est absolument indifférencié. Et ça participe d'un certain nombre de choses. Bien sûr, les vidéos à caractère violent, par les phénomènes d'influence qu'elles suscitent, les jeux vidéo bien sûr, bien au-delà de la filmographie que nous avions nous connue dans nos jeunesses respectives. Aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo qui sont pourvoyeurs de contenus violents et qui sont quelquefois des facilitateurs. Moi, à mon niveau, au niveau d'une compagnie de gendarmerie départementale, j'ai eu affaire à des braqueurs très très jeunes qui montent au braco contre un tabac-presse ou contre une supérette ou une agence postale, alors qu'ils sont très jeunes avec des pistolets et des armes factices parce qu'ils se sont inspirés de cet univers-là. Mmh. Je reviens sur l'assassinat de la petite Louise, défunte hélas, ce drame absolu qui a touché notre pays,
mais après tant d'autres. On a évoqué Fortnite, les incidences de cet environnement pour le possible passage à l'acte. Moi, je ne sais pas quel a été le degré d'influence par rapport à l'acte commis par son assassin. Nous ne le saurons peut-être jamais, ou alors au moment du procès lui-même dans 2 ou 3 ans. Mais ça a eu une incidence. L'auteur lui-même a précisé qu'il avait besoin de se calmer, qu'il avait besoin de racketter, qu'il avait besoin d'user de violence contre une victime innocente. Et puis la petite Louise s'est trouvée sur son chemin. L'incidence est celle-là. Mais je voudrais également évoquer tout l'univers de la pornographie, qui également est un pourvoyeur de posture, d'attitude. Et cette jeunesse, malheureusement, par mimétisme, par influence, se rend coupable quelquefois et souvent d'actes criminels ou délictuels à connotation sexuelle. Et malheureusement, nous ne le rencontrons que trop sur le terrain. Donc, si vous voulez, entre monde virtuel et réel, la frontière est ténue et c'est une forme de facilitation de passage à l'acte. C'est ce que nous trouvons, hélas. De plus en plus. Hélas, oui. Les réseaux sociaux amplifient-ils pour vous le sentiment d'impunité que vous avez dénoncé dans vos ouvrages? Et si oui, comment les forces de l'ordre pourraient-elles mieux s'adapter? Alors oui, il y a une incidence, sentiment d'impunité, non. Certitude d'impunité, oui. Hélas, aujourd'hui, c'est une certitude, ce n'est plus un sentiment tel que l'évoquait Dupond-Moretti dans ses diatribes, hélas. Donc oui, bien sûr que ça a une influence, ça a une incidence. Comment la gendarmerie nationale, les forces de police peuvent-elles combattre cela? Elles le combattent sur le terrain, bien sûr, elles le combattent dans la vraie vie, au jour le jour, dans leur quotidien, par rapport aux actes délictuels et criminels qui sont perpétrés, mais la réponse appartient bien sûr à ceux qui nous représentent, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui président à nos destinées. Ce sont eux qui peuvent agir. Nous, on ne se soucie que des conséquences. Nous ne pouvons pas agir sur les origines, sur les causes. Ça appartient au pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu fonder notre nation, pour pouvoir enfin agir sur les causes et non plus seulement sur les conséquences. La gendarmerie nationale, la police, les forces de sécurité, sûreté ferroviaire, administration pénitentiaire sont d'un dévouement remarquable, vous le savez. Mais pour ce qui est d'agir contre la certitude de l'impunité, ça appartient aux législateurs, ça appartient à la classe politique. Et malheureusement, elle n'a jamais fait ce qu'il fallait. Parce qu'ils ont peur de tout, parce qu'ils brassent de l'air pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils nous mentent, parce qu'ils ne font pas ce que l'on attend d'eux. Et le résultat, c'est une hyperviolence qui se déploie toujours plus. Ce sont des prisons qui n'ont jamais été construites. C'est une magistrature qui, à mon sens, en dessous de tout, qui ne condamne que trop rarement à des mandats de dépôt. Et vous ne l'ignorez pas, un malfrat, un criminel, un délinquant, si vous ne l'arrêtez pas, il continue. C'est la seule réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et notre peuple, le peuple de France, cela, il n'en peut plus. Donc on leur pose la question, messieurs, mesdames, qui président à nos destinées, quand vous rendrez-vous compte véritablement des souffrances que subit le peuple de France? Quand agirez-vous? Et c'est tout ce qui a présidé la création de notre nation. Répondre enfin à leurs attentes par le peuple et pour le peuple, avec des personnes qui sont issues du peuple, qui ont connu les vraies réalités, qui ont connu la vraie vie, qui ont travaillé, qui ont souffert, qui ont porté l'espoir et qui ont pu constater qu'il était si souvent déçu. Ça, c'est ce qui nous anime. D'accord. Quant à la cybersécurité est aujourd'hui un enjeu majeur. Pensez-vous que la gendarmerie est suffisamment équipée et formée pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité numérique comme les arnaques en ligne ou le cyberharcèlement? C'est quelque chose qui est absolument essentiel et vous avez raison d'y revenir, Jean-Étienne. Oui, nous sommes suffisamment formés parce qu'aujourd'hui, les gendarmes, qu'il s'agisse des plus jeunes ou des plus anciens, sont hyper connectés, se sont mis au numérique. On ne peut plus faire sans. Et ce sont aujourd'hui des professionnels qui maîtrisent ces outils. On va y revenir un peu plus tard, je pense, dans l'émission, au regard des moyens dont nous disposons aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est aussi une affaire de responsabilisation individuelle. La gendarmerie nationale, la police ne peut pas tout. Alors sur Rosny-sous-Bois, où se trouvent les enquêteurs de la gendarmerie nationale, devant leurs écrans, par rapport à cette veille en termes de cybercriminalité, je ne préciserai pas leur nom, je ne préciserai pas exactement ce qu'il en est de leur attribution, puisqu'ils sont d'une grande efficacité par rapport à la traque des pédophiles notamment, par rapport aux cybercriminels. Mais concrètement, sur le terrain, lorsque nous avons affaire, nous, aux victimes, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la dimension escroquerie qui est très très présente en ligne, il n'y a pratiquement plus de démarcheurs qui vont vous proposer une batterie de cuisine à 10 fois le prix. Aujourd'hui, c'est 1001 manières d'obtenir vos données bancaires, d'obtenir
d'obtenir votre agrément, d'obtenir de l'argent via transfert Western Union ou carte PCS ou tout moyen numérique. Aujourd'hui, c'est quand même très facile. Il y a de grandes affaires qui ont troublé la société française ces dernières semaines, ces derniers mois, avec des préjudices souvent extrêmement importants. Mais on en revient toujours à une question de bêtise et de naïveté individuelle. Aujourd'hui, en 2025 en France, j'ai presque envie de vous dire qu'on n'a plus le droit d'être naïf. Nous, sur la compagnie de gendarmerie que j'ai commandée, nous avons eu à cœur, et on le retrouve dans cet ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, j'ai voulu le faire savoir, nous avons pu obtenir d'excellents résultats contre les cambriolages et contre les escroqueries, contre tout cet univers en ligne qui nous porte tant de tort, en responsabilisant les personnes, en leur faisant connaître tous les modes opératoires des malfrats, des truands. On décortiquait tous les mécanismes qui permettent à un délinquant en ligne, depuis Libreville, depuis Kinshasa, depuis Abidjan, puisqu'ils viennent souvent d'Afrique. Nous leur avons enseigné comment se méfier, comment identifier tous les modes de malversation qu'on pouvait trouver sur le numérique. Nous avons eu de très très beaux résultats, très beaux résultats. On a besoin d'informer les personnes, d'informer les victimes pour qu'elles ne se fassent plus avoir. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Ah oui. Donc moi, j'ai demandé à mes gendarmes, sur la circonscription dont je dépendais, de collecter les adresses e-mail de la population. Nous en avions des milliers et nous leur faisions savoir, je leur faisais savoir tous les mois ce qu'il en avait été dans le ressort de la compagnie, des escroqueries dont avaient été victimes nos concitoyens. Et c'est en les informant, en les instruisant, que nous avons pu renforcer leur vigilance, renforcer leur attention, leur faire connaître ce qu'il en était de ces mécanismes et du coup, nous avons obtenu d'excellents résultats. Et c'est la même logique pour ce qui concerne les cambriolages. C'est en durcissant les conditions qu'on leur rend la vie plus difficile au regard de la fermeture des volets, des systèmes de sécurité, de la dissimulation effective de leurs valeurs dans les endroits dont les malfrats n'ont pas l'habitude, qu'ils ne pourront pas trouver, insolites. C'est comme cela qu'on obtient des résultats. Donc c'est un lien entre la dimension numérique, digitale, et le monde physique, le monde réel. Et c'est une personnalisation individuelle. On gagnera le combat grâce aux personnes et par les personnes. Très bien. Et c'est exactement la même logique, Jean-Étienne, si je peux me permettre, avec le harcèlement scolaire. Oui. Aujourd'hui, la jeunesse est extrêmement connectée. Cela aussi relève d'une forme de cyberharcèlement, bien entendu, mais au bout du compte, il appartient aux gendarmes de faire acte également de prévention et de répression quelquefois lorsque c'est nécessaire dans les établissements scolaires. Je raconte dans le livre là aussi ma venue dans un établissement après enquête lorsqu'il s'agit de faire prendre conscience aux jeunes esprits auxquels on peut avoir affaire, au collège ou au lycée, du mal qu'ils font. Ils n'en ont souvent que peu conscience jusqu'à ce qu'ils rencontrent les forces de l'ordre et qu'on leur rappelle ce que prescrit le code pénal en la matière. C'est la même logique pour tout ce qui relève du chantage à l'agression sexuelle. Lorsqu'un malfrat parvient à obtenir des clichés intimes, des vidéos intimes d'une victime, et qu'ensuite, bien sûr, l'étape suivante, il lui demande de l'argent. Il lui demande par tout moyen d'obtenir l'argent lui permettant de dissimuler, de conserver le secret. Ça, c'est extrêmement infamant, c'est difficile à vivre pour de nombreux jeunes et quelquefois on en arrive au suicide. Donc bien sûr, là aussi c'est une formation, c'est une instruction, c'est une acculturation à tout ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le piège. Et aujourd'hui, la jeunesse a beau être hyper connectée, malheureusement, elle se fait encore avoir, des plus jeunes aux plus anciens. Oui. C'est un travail constant et de longue haleine. Concernant le numérique et la liberté d'expression, vous avez brisé le devoir de réserve pour dire des vérités. Oui. Comment voyez-vous le rôle des plateformes numériques dans la possibilité pour les citoyens ou même les militaires de s'exprimer librement aujourd'hui ? Alors les réseaux sont d'une utilité extrêmement appréciable. Sur Facebook par exemple, vous avez des groupes privés qui prennent énormément d'ampleur. Le premier d'entre eux, Gendarmerie des Missions, où vous avez des professionnels issus de la Gendarmerie nationale, d'active ou de réserve, qui peuvent trouver un forum dans lequel sont signalées toutes les difficultés qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur profession.
et leur détresse et leur douleur et leur souffrance trouvent un écho. Leurs camarades peuvent leur faire part des situations qu'ils ont vécues eux aussi également, et puis contribuer ainsi à ce que la vérité puisse être identifiée et connue, à ce que les drames puissent être évités. La gendarmerie nationale comme la police sont des armées, des corps de l'État qui sont très exposés, et bien entendu à tous les drames, puisque nous sommes au plus près de la détresse humaine, au plus près, comme j'ai coutume de le dire, de la noirceur de l'âme humaine. Et ce sont des métiers difficiles où vous prenez beaucoup de coups, vous prenez des risques, où quelquefois vous êtes confronté, et même assez souvent, hélas, à l'innommable. Et cela finit par vous miner, par avoir une influence, bien sûr, votre personnalité, même si parallèlement, vous étanchéifiez le plus possible par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre personnalité, votre intellect. Mais il y a toujours des influences, bien sûr. Lorsque vous avez affaire à des crimes, à des morts sur route, à des agressions extrêmement graves. Vous êtes humain, vous faites preuve d'humanité toujours, au-delà du professionnel, et vous en subissez les conséquences, consciemment ou inconsciemment. Donc ces groupes ont quand même une véritable utilité, au-delà du rôle premier, à mon sens, de la hiérarchie. Un chef, quel qu'il soit gradé supérieur de sous-officier de gendarmerie ou officier, a en charge des hommes et des femmes, et il doit en prendre soin. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv dans mes fonctions de commandement, prendre soin des hommes et des femmes qui m'étaient confiés, de manière à ce qu'ils se sentent bien. Donc ça signifie bien identifier et déceler toutes ces fragilités qui peuvent subvenir à un moment ou à un autre, et prévenir la commission parfois d'actes dramatiques. Et malheureusement, la gendarmerie nationale comme la police paye un lourd tribut au suicide, bien sûr, parce qu'à un moment donné, tout s'agrège. Situation professionnelle difficile, maltraitance quelquefois du commandement, et tout doit être fait pour faire en sorte que ce métier reste une source d'épanouissement, parce que nous protégeons les personnes, parce que nous protégeons la population, et c'est la plus noble des missions qui soit. Mais il faut s'occuper des gendarmes et des policiers, des membres de l'administration pénitentiaire. On leur doit le meilleur parce qu'ils tiennent la baraque, comme j'ai coutume de le dire. Hein. Si la France tient encore le coup, c'est quand même grâce à eux. C'est grâce à leur dévouement, leur engagement, leur désintéressement. Ce sont des personnes passionnées qui donnent tout, et on leur doit le meilleur. Et en tout premier lieu, les hiérarchies, qui malheureusement cultivent trop souvent le pas de vague, cultivent trop souvent l'omerta, et qui, au regard des cas de maltraitance qui peuvent subvenir quelquefois, ne les traitent pas suffisamment, à mon sens, au regard de tous les messages qui me sont adressés. Il y a beaucoup de souffrance au sein de la gendarmerie nationale. Et je pense que ça parlera aux auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Les réseaux sociaux sont souvent d'ailleurs accusés de censure ou de biais idéologiques. Cela rejoint-il votre critique des institutions que vous jugez déconnectées des réalités ? Dans l'absolu, ce ne sont pas les institutions qui sont déconnectées des réalités, ce sont ceux qui les dirigent. Ce sont ceux qui les président qui sont déconnectés des réalités. Le problème que nous avons en France par rapport aux élites et à la technocratie qui dirige ces institutions, c'est qu'elles ont quand même été globalement très peu confrontées au réel. Elles sont hors sol, elles sont déconnectées des réalités, elles n'en savent rien. Ces personnes souvent décident et prennent des mesures qui ne sont pas en phase avec les attendus. C'est le grand drame auquel on est confronté aujourd'hui. Si vous voulez des résultats, il faut du pragmatisme. Il faut pas de la théorie. Il faut du pragmatisme. Il faut des personnes qui soient issues de cette dimension physique réelle. Vous pouvez agir à tout niveau sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan digital, à compter du moment que vous connaissez les réalités dont il est question, la vie dont souffrent nos concitoyens. Il y a énormément de détresse, il y a énormément de pauvreté, il y a énormément de déshérence affective de tout niveau aujourd'hui en France. Il est difficile de gagner sa vie, il est difficile d'entreprendre, les freins administratifs et techniques sont multiples. On a l'impression que les agences gouvernementales, étatiques sont toujours plus nombreuses pour toujours plus pourrir l'existence de ceux qui créent véritablement la richesse, et c'est contre ça qu'on doit lutter. Au sein de notre nation et mon parti politique, ce que nous voulons, c'est libérer les Français, les entrepreneurs, ceux qui créent la richesse dans ce pays, de tous ces carcans administratifs, techniques, bureaucratiques, qui ne cessent de leur empoisonner l'existence. Et on le peut. Il n'y a rien que j'abhorre plus que l'impuissance et la lâcheté.
Vous le savez, Jean-Étienne, Oui, nous pouvons retrouver en tout niveau et à tout niveau notre souveraineté, notre capacité à entreprendre, à agir, mais ça suppose bien, que l'on procède, oui, à des suppressions d'un certain nombre d'organismes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, qui permettent de recaser les copains, qui permettent d'obtenir des situations, des prébendes hautement valorisables à ceux qui vous sont utiles. Ça doit connaître un terme. Tout aujourd'hui doit être fait pour faciliter la vie de nos concitoyens. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on attend de l'État. Alors on en attend peut-être trop, certainement. Moi, je pense qu'il faut aussi revenir aux fonctions régaliennes de l'État, parce que l'État a prouvé à quel point il se rendait coupable de faillite à tout niveau, en termes de recrutement, en termes de gestion, de direction, d'investissement, d'orientation des ressources économiques du pays. Aujourd'hui, il suffit de voir dans quelle situation se trouve la France pour pouvoir concrètement constater que c'est un naufrage complet. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, c'est un désastre. Notre pays souffre de tant de maux, nos administrations publiques sont en totale déliquescence et on doit y mettre un terme. Et ça suppose bien sûr un volontarisme et un courage qui soient politiques, émanant de personnes qui ont été confrontées à l'existence réelle, qui n'ont pas évolué toute leur existence dans l'univers politique, dans l'univers technocratique, qui savent de quoi elles parlent. C'est fondamental. Et votre livre, d'ailleurs, a connu un succès notable grâce à une diffusion alternative. Oui. Le numérique a-t-il été un levier pour contourner les circuits traditionnels d'édition et toucher directement le public? Oui, c'est fondamental et j'espère que je vais redonner espoir à tous ces auteurs auto-édités en France qui quelquefois se disent mais comment avoir affaire à ce milieu qui ne m'est pas autorisé, qui ne m'est pas accessible et on peut faire des parallèles entre la politique qui cultive l'entre-soi, toujours les mêmes, et puis le milieu de l'édition et qu'il est si difficile de pénétrer. Des dizaines de milliers d'auteurs auto-édités, j'ai été l'un d'entre eux. Mon manuscrit avait été refusé par toutes les maisons d'édition. Moi, j'y croyais à ce manuscrit, j'y croyais en cette histoire. Je me disais qu'elle pouvait apporter beaucoup à la population, leur faire connaître ces environnements qui sont pourtant si méconnus, même si on a si souvent affaire à eux et de plus en plus, hélas. J'y croyais et à partir de là, vous vous dites, mais comment faire ? Et le numérique, le digital a été d'une puissance extraordinaire. Les médias alternatifs, comme vous le précisez, Jean-Étienne, parce que j'ai contacté avec un bon de commande très modeste et humble, toutes les associations patriotiques d'anciens combattants, les réservistes gendarmerie nationale, les associations de retraités. Je leur ai fait connaître cette publication qui allait être auto-éditée de manière un peu folle à 3000 exemplaires en première édition, alors que d'habitude un livre auto-édité se vend une 50aine d'exemplaires et puis c'est tout. Et puis tout de suite le succès a été rendez-vous. J'ai eu 1000 précommandes, ce qui a été un succès extraordinaire. Ouais. Mais après, en plus des plateformes numériques, il s'agit d'être connecté également au monde réel, parce que quand vous êtes un officier de gendarmerie encore d'active et que vous n'êtes pas un homme de réseau, que vous avez 0 abonné Facebook, LinkedIn ou Instagram, que vous n'avez aucun réseau puisque vous naissez au monde de l'édition, il faut développer ce réseau, ce que je me suis employé à faire. Et aujourd'hui, Vérité d'un capitaine de gendarmerie sur Facebook a dépassé la communauté des 30 000 abonnés, 30 000 followers. C'est une communauté très vertueuse, avec des personnes, hommes et femmes, d'une très grande droiture, qui se retrouvent dans ces valeurs d'honnêteté, d'intégrité qui leur sont si chères et qu'ils vont retrouver aujourd'hui dans notre nation. Mais lorsque cette communauté n'existe pas, il faut démarcher ceux qui peuvent proposer votre ouvrage au consommateur final, à celle qui fait ses courses, et puis il faut démarcher les Intermarchés, les Leclerc, les Super U, là où quelqu'un, un responsable, peut décider de sa mise à disposition en dépôt-vente auprès du plus grand nombre. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Moi, capitaine d'active à ce moment-là, ayant publié ce livre, ayant posé ma démission de la gendarmerie nationale à ce moment-là avec effet effectif 8 mois plus tard, je suis allé démarcher toutes les enseignes de ma circonscription et je leur apportais chaque fois des cartons de 20 livres. Ils m'objectaient, mais on arrivera à en vendre un ou deux. Les livres auto-édités n'ont pas de succès, mais là vous verrez. Nous verrons ensemble ce qu'il en sera. Et au bout d'un mois, les 20 exemplaires étaient vendus. Le chef de rayon n'en revenait pas et il me demandait un second carton et c'est ainsi que
nous sommes arrivés sur une seconde édition à 7000 exemplaires, et puis après une troisième à 6000 et une quatrième à 6000, et qu'on a passé les 20 000 exemplaires vendus. Et puis à un moment donné, parce que les thèmes que vous abordez parlent aux gens, parlent aux personnes, ce sont mes plus grands ambassadeurs, le bouche à oreille se fait, et puis l'aventure devient extraordinaire parce que vous avez à ce moment-là accès au mainstream, vous avez accès à Radio Courtoisie, ma très grande joie, au CNews, BFM et autres, et puis vous devenez un personnage public, et les gens s'identifient à vous par rapport à cette droiture, cette honnêteté, ces valeurs que vous portez et au titre desquelles vous n'avez jamais transigé. Vous leur faire savoir ces réalités, ce qu'il pourra en être surtout de l'avenir de la France que nous pourrions construire ensemble. Et ça, ils sont extrêmement sensibles parce que, je l'ai dit quelquefois, un homme qui a risqué beaucoup sa vie, qui a failli mourir à de nombreuses reprises, ne triche pas, ne mente pas et veut le meilleur pour son pays parce qu'il l'aime plus que tout, parce que nous aimons notre peuple, parce que nous voulons le meilleur pour lui et que nous savons à quel point aujourd'hui il est maltraité et ça ne peut plus durer. Donc, à un moment donné, fort du succès de cet ouvrage, fort du succès de vos publications sur les réseaux, au regard du succès que vous rencontrez, des adhésions que vous suscitez, vous vous dites à un moment donné, eh bien, on va rentrer dans l'arène politique et c'est une suite logique, mais nous allons faire de la politique autrement, en portant l'honneur, en portant la droiture. On a entendu que la politique, c'était la machine à dézinguer les bonnes volontés et c'est absolument vrai, le marigot politique, mais il y a une autre manière de faire de la politique, de lui rendre son sens originel, de lui rendre sa vertu, et c'est celle que je porte. Et les personnes, je crois, en France, attendent cela, et le retrouveront avec des personnes issues du peuple, pour le peuple, issus de la vraie vie, et désireux de lever tous les blocages, tous les freins. J'y crois profondément, et les premières journées d'adhésion semblent me donner raison. J'en suis extrêmement heureux. Nous allons voir ce qu'il en sera. Écoutez, je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs, et je rappelle donc Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions aussi. Magnus, voilà. et notrenation.fr. Tout à fait. Par rapport au numérique et à la société française, dans vos observations, le numérique a-t-il accentué les fractures sociales ou territoriales en France, par exemple entre les zones urbaines connectées et les campagnes que vous connaissez bien? Il y a encore de nombreuses zones blanches, c'est vrai, mais ça tend à s'améliorer quand même, il faut le reconnaître, même s'il reste encore de grands contrastes, de grandes différences, mais j'ai presque envie de vous dire, Jean-Étienne, que c'est un contraste générationnel. Aujourd'hui, tout s'accélère et les plus anciens de nos compatriotes ont quand même du mal à prendre la mesure de cette rapidité. Moi, je me souviens de mes grands-parents qui avaient déjà eu du mal avec l'ancien et le nouveau franc, le siècle qui avait précédé le nôtre. Il s'agissait simplement de diviser par 100, c'était une première chose. Ensuite, à la fin des années 90, eh bien, nous avions eu l'euro, donc il s'agissait de diviser par 6,5. Ce n'était pas si difficile, mais néanmoins, la difficulté de s'adapter était présente. Et puis aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Et nos anciens sont quelquefois, par rapport aux plateformes numériques, par rapport à la dématérialisation, à la digitalisation, eh bien, n'arrivent pas à suivre parce que c'est trop délicat pour eux. Alors aujourd'hui, bien entendu, Internet et les plateformes numériques sont d'une importance au moins comparable à l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg il y a quelques siècles, mais c'est d'une portée, c'est d'une évolution extrêmement considérable et nos plus anciens auront du mal durablement avec cela. Aujourd'hui, les jeunes générations, bien sûr, sont hyper connectées depuis presque leur naissance, donc pour eux, c'est parfaitement naturel. Pour les gens de notre génération, nous y sommes mis naturellement et nous en percevons bien tous les avantages, mais également tous les inconvénients. On trouve dans le digital, dans le numérique, le pire et le meilleur, vous le savez. Oui. Cela reste ce que l'on en fera. Parvenir à réguler, à réglementer, je suis quand même assez dubitatif parce que les choses vont à une telle vitesse. C'est toujours le combat entre la lance et l'armure, entre le glaive et l'armure. Lequel des deux gagnera, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera toujours une affaire, comme je le précisais à l'amorce de votre émission, de responsabilisation individuelle, de vertu et d'honnêteté absolue. Mais le mal est là. Le mal est là, le vice est là, la volonté de certains de s'imposer, la volonté de certains de gagner de l'argent de manière malhonnête, de profiter de toutes les faiblesses qu'on peut identifier aujourd'hui chez les personnes les plus vulnérables, fera que nous aurons beaucoup de choses à faire pour parvenir à en tirer le meilleur. Et l'action de la police et de la gendarmerie sera hélas toujours indispensable. Mais c'est l'âme humaine. Et comment jugez-vous l'influence des réseaux sociaux sur la perception de l'autorité, notamment celle des forces de l'ordre dans une société de plus en plus numérisée ?
Ah bien aujourd'hui, tout se sait, hein. Donc c'est l'information qui permet notamment à la jeunesse de savoir ce qu'il en est, de leur irresponsabilité pénale, hein. Le code de justice des mineurs, ils le connaissent mieux que les magistrats eux-mêmes, hein. Ils savent tout ce qu'ils peuvent faire, hélas, parce qu'on leur permet tout, parce que les juges, à mon sens, sont en dessous de tout, parce que le code de justice des mineurs est un drame absolu, n'aurait jamais dû voir le jour. Ces mesures d'atténuation pénale, d'irresponsabilité pénale ne suscitent, à mon sens, que du crime, de la délinquance. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête des trafics de stupéfiants sont de plus en plus jeunes et on ne peut absolument rien faire contre eux. La césure entre déclaration de responsabilité et quelques mois plus tard condamnation, c'est du grand n'importe quoi. Ce sont là encore des législateurs, des politiques qui sont déphasés, complètement déconnectés des réalités qu'ils ne connaissent pas. Donc moi, ça me catastrophie bien sûr. Et au-delà de cela, bien sûr, la police bashing, la gendarmerie bashing sur le réseau va également dans ce sens-là, mais n'est jamais que redondant par rapport à l'attitude de certains politiciens de la France insoumise totalement irresponsables, qui accablent les forces de l'ordre, qui veulent le chaos, qui nous font un mal de chien. Et moi, j'en appelle aux électeurs. J'espère que ces partis, que ceux qui sont à leur tête, connaîtront la défaite. Sinon, ces gens-là veulent le chaos. Ces gens-là veulent la fin de notre France. Et nous devons les combattre et nous devons les lutter contre cette dimension mortifère qu'ils veulent imposer au pays. Donc c'est tout un ensemble de choses qui s'agrègent et qui ne nous facilitent pas la vie, bien entendu. Mais derrière, on a l'engagement du gendarme, du policier, de celui qui sert au sein de l'administration pénitentiaire, qui fait de son mieux pour lutter contre ces influences mortifères, qui fait de son mieux pour lutter contre ces phénomènes de groupe, de mimétisme, qui se traduisent sur le terrain par des actions ciblées. Bien sûr, on ne l'ignore pas, les attaques de commissariat, les artifices, les caillassages. Le jour où le pouvoir politique permettra aux forces de l'ordre de vraiment agir, d'interpeller, de réprimer, ce jour-là, tout rentrera dans l'ordre. Mais là encore, et une fois de plus, nos politiques ont peur de tout. Ont peur d'un hypothétique soulèvement qui n'adviendra jamais. Qu'on permette aux forces de police et de gendarmerie de réprimer ceux qui nous pourrissent l'existence. Et ça suppose du courage, une fois de plus, du volontarisme. Le jour où nous aurons vraiment des politiques dignes de nous, les choses changeront totalement. Et ces personnes qui nous accablent, ces multirécidivistes, il y en a 30, 40 000 avec 10, 15, 20 citations qui ont été si peu emprisonnés, ils auront à qui parler, ils sauront à qui parler. Et ce jour-là, tout changera, je vous le garantis. Parce que quand on a été exposé pendant 30 années au sein des forces armées, comme je l'ai été, armée de terre et gendarmerie nationale, par toutes ces réalités qu'on a eu affaire à tant de souffrances, tant de criminalité, tant de délinquance, on sait exactement ce qu'il faut faire pour lutter contre l'hyperviolence. Et ça s'appelle l'hyperrépression. Et ça suppose d'être une volonté sans faille. Donc oui, hélas, les réseaux sociaux ne nous aident pas, mais il appartient au pouvoir politique et aux législateurs de lutter contre, et il nous faut des hommes et des femmes dignes de ce nom. Et le numérique offre des outils, d'ailleurs, comme les pétitions en ligne ou les mobilisations citoyennes. Oui. Cela peut-il, selon vous, redonner du pouvoir aux Français face à un État que vous décrivez comme défaillant ? Ça pourrait avoir du sens, bien entendu, si l'État écoutait ses populations. Moi, je suis de ceux qui pensent et qui pensera toujours que le peuple a raison, que le peuple sait ce qu'il veut, il faut cesser de l'infantiliser, il faut cesser de le faire taire. Donc, toutes les initiatives de ce sens sont les bienvenues à mon sens, expriment une volonté, mais on a vu ce qu'il en a été de la pétition pour lutter contre la fermeture de C8, dont on connaît aujourd'hui la volonté politique, mortifère à mon sens, et quelles en a été les conséquences ? Les conséquences en ont été nulles. Elles n'aboutissent pas dans la mesure où le pouvoir politique ne les écoute pas. Moi, le recours au référendum me paraît absolument fondamental. Le dernier remonte à maintenant une vingtaine d'années. On n'a pas écouté le peuple, on ne le sollicite plus parce qu'on le craint. Moi, je dis et j'affirme que le peuple a toujours raison et qu'il appartient au pouvoir politique de le solliciter, de savoir ce qu'il veut. Mais les politiques aujourd'hui qui nous gouvernent si mal auraient peur de la volonté du peuple en tout niveau, qu'il s'agisse de notre politique migratoire, qu'il s'agisse de tous ces sujets qui sont si prégnants par rapport aux volontés qui sont exprimées. Il n'est pas écouté, le peuple est combattu, le peuple, à mon sens, est maltraité, et on doit le libérer. Et ça suppose une volonté issue de ce même peuple. Et c'est toute la logique qui a présidé à la création de notre nation. Moi, je suis fondamentalement pour que le peuple s'exprime et nous dise ce qu'il veut. Nul ne sait mieux que lui ce qu'il veut. Et il doit le faire savoir et on doit l'écouter. Mais pour l'écouter, il nous faut une autre classe politique que celle qui s'est succédée au pouvoir depuis 40 ans. J'en suis intimement convaincu et j'en suis absolument certain. Vos auditeurs et téléspectateurs également.
J'en suis persuadé. Merci. Le numérique et les institutions, vous avez critiqué une bureaucratie pesante dans la gendarmerie. Bien sûr, oui. État-major. Tout à fait. Le numérique, avec ses outils de surveillance et de gestion, renforce-t-il cette lourdeur ou offre-t-il des solutions pour plus d'efficacité ? Aujourd'hui, les possibilités sont extraordinaires. Il faut reconnaître que les moyens ont été donnés aux forces de police et de gendarmerie. Oui, absolument. J'ai dénoncé dans mon ouvrage « Vérité d'un capitaine de gendarmerie » aux éditions Magnus, les états-majors, le dimensionnement des états-majors. Mais on pourrait faire des parallèles infinis avec les rectorats. On a besoin d'enseignants. On a besoin de soignants, on n'a pas besoin de personnel administratif ou peu besoin de personnel administratif technocratique. On a besoin de personnes qui soient en première ligne, à affronter les souffrances, à affronter les besoins du peuple, à y répondre. C'est ça dont on a besoin. Moi, j'ai toujours été sidéré par le dimensionnement des états-majors, par ces hommes et femmes qui font si peu de choses, qui passent leur journée à boire du café. Moi, concrètement, c'est ça que vous trouvez dans les états-majors de la gendarmerie nationale, pendant que dans les compagnies de terrain, les gendarmes, hommes et femmes, sont totalement engagés avec des missions en première ligne qui sont éprouvantes, difficiles, des gens qui donnent tout, quand d'autres ne font rien, se trouvent dans leur plan, qu'on va appeler les choses par leur nom. Et c'est la même logique dans toutes les administrations. On a besoin de personnes qui répondent aux attentes des Français, qui les servent. C'est ça, un fonctionnaire, à mon sens, digne de ce nom, même s'il faudra bien entendu toujours un dimensionnement en back-office. Donc aujourd'hui, oui, les moyens qui sont donnés à la gendarmerie nationale et à la police sont extraordinaires et ils ont évolué en très peu de temps. Pour vous donner une illustration, aujourd'hui, les empreintes digitales se font avec votre téléphone portable. Tout est numérisé en temps réel, il n'y a plus de difficulté de rejet. Il y a encore 5-6 ans en arrière, c'était l'encre et le buvard. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le système est fiable, fonctionne et permet d'alimenter les bases de données à compter du moment où un délinquant est identifié et on procède au relevé génétique et des empreintes digitales. Aujourd'hui, la base de données sécurité publique, BDSP, qui est un outil absolument fondamental, se trouve sur le portable du militaire, se trouve sur l'ordinateur embarqué. Vous avez les moyens d'avoir accès à tous les renseignements, à tout le contexte associé à une affaire délictuelle criminelle en temps réel par rapport aux éléments même que connaît le centre opérationnel de renseignement gendarmerie. Aujourd'hui, la connexion fait que vous avez accès en temps réel et où que vous vous trouviez à l'ensemble des éléments dont vous avez besoin. Vous êtes connecté à la fréquence gendarmerie départementale, vous pouvez savoir tout ce qu'il passe sur le réseau radio gendarmerie. C'est extrêmement appréciable. Et puis plus et mieux encore, aujourd'hui, toutes les patrouilles de gendarmerie nationale et de police ont des caméras piétons. En tout cas, gendarmerie. Ça, c'est un progrès fantastique. Les caméras piétons permettent d'enregistrer, de diffuser l'image quasiment en temps réel. Les expérimentations sont en cours. Dans 6 mois, elles seront diffusées à l'ensemble de la gendarmerie. Vous pouvez transmettre les vidéos, les images à l'autorité hiérarchique, à l'autorité préfectorale, au centre opérationnel de gendarmerie, et ça fait preuve. Aujourd'hui, les systèmes de vidéosurveillance municipaux, et ça c'est la reine des batailles, vous ne l'ignorez pas, peuvent être connectés au centre opérationnel de gendarmerie si le paramétrage l'autorise et le permet. C'est extraordinaire. Le centre opérationnel de gendarmerie peuvent diligenter les patrouilles sur les terrains et leur indiquer le malfrat, le délinquant se trouve dans telle rue, à telle place. Vous pouvez évoluer en temps réel par rapport à ce que vous propose la vidéosurveillance municipale, dans les villes ou dans les villages. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors nos concitoyens peuvent avoir des réserves par rapport à ce qu'ils peuvent considérer comme une intrusion et par rapport aux libertés publiques. Mais non. Aujourd'hui, il y a une telle avalanche d'informations que bien sûr, le gendarme ne se soucie que de la commission de l'infraction en temps réel ou passé, va identifier les éléments qui lui sont nécessaires pour identifier celui qui s'est rendu coupable de tels actes, pour identifier les éléments de preuve qui lui seront nécessaires, et on n'a pas le temps de traiter le reste. Donc, soyez sereins. Aujourd'hui, la vidéosurveillance se développe et elle se développera de plus en plus parce que c'est la mère des batailles. Parce qu'aujourd'hui, si les affaires criminelles en matière de terrorisme sont résolues en l'absence de témoins, c'est parce que nous avons cette vidéo. Là, nos concitoyens ils doivent bien comprendre que c'est un modèle extraordinaire, qu'aujourd'hui, avec la connectivité des forces de l'ordre, on peut obtenir des résultats probants, interpellés, déférés et espérer que les délinquants et criminels seront punis grâce à ces moyens technologiques-là. Aujourd'hui, chaque patrouille a un ordinateur qui lui permet de prendre les plaintes en temps réel,
on appelle ça le programme Ubiquity. Ubiquité, plus besoin d'être dans des locaux de la gendarmerie. Vous faites signer le récépissé de plainte avec le touchpad de l'ordinateur par la victime. Il le reçoit en mail. Enfin, tout est digitalisé, tout est dématérialisé et c'est un progrès extraordinaire et c'est d'une très grande rapidité. Même si je crois savoir que les effectifs au sein des états-majors n'ont pas fondu pour autant et pourtant ils le devraient. Moi, je me suis souvent posé la question, mais quoi savent-ils à la division des opérations, au service logistique et en tant d'autres services en back-office, mais c'est sur le terrain qu'on a besoin de vous. Si on veut des gendarmes sur le terrain, eh bien il faut supprimer des états-majors ou les alléger drastiquement. Et puis vous le savez, Jean-Étienne, il faut considérablement alléger la procédure pénale, eh bien qui nous neutralise des heures gendarmes, qui est très chronophage pour rien, que l'on s'intéresse au fond et un peu moins à la forme, et tout ira mieux. Donc oui, globalement, de très grands progrès grâce à la technologie sur le terrain pour la protection de nos concitoyens, incontestablement. Et la numérisation des services publics, justement, vous venez d'en parler, comme les plaintes en ligne. Ouais. Alors oui et non. Est-ce que est-elle pour vous une avancée pour les citoyens ou un écran de fumée masquant des problèmes plus profonds que vous avez pointé? Alors sur les plaintes en ligne, oui et non. Sur les plaintes en ligne, lorsque la plainte est déposée et qu'elle est configurée de telle manière à ce que tout soit complet, elle générera du résultat et un gain de temps très appréciable. Mais la plainte en ligne va imposer une convocation en brigade auprès de l'enquêteur pour qu'il puisse identifier avec le plaignant tout ce qu'il en a été de l'environnement associé au litige, au préjudice dont il a été victime. Et très souvent aujourd'hui, une fois que la plainte est déposée et qu'on le contacte, par un biais téléphonique ou informatique, eh bien le plaignant ne vient pas. Ben moi je pensais que je n'allais pas venir à la brigade, j'ai pas le temps, je veux pas, c'est trop loin, plein de mauvaises raisons. Ben donc ça veut dire que le litige ou le préjudice n'est pas si important que cela. Et aujourd'hui quand il vient, eh bien parce qu'on a besoin, parce qu'il a été insuffisamment complet, parce qu'il n'a pas communiqué les éléments permettant de bien identifier, eh bien tout l'environnement associé à ce préjudice. Aujourd'hui c'est à ça que les enquêteurs de police et de gendarmerie sont confrontés. Donc si vous voulez, oui c'est un progrès, mais très très imparfait. Les personnes pensent qu'ils n'auront pas à se rendre dans un commissariat de police ou une unité de gendarmerie. Ben oui, bien sûr, toujours. Le gros avantage, c'est que l'enquêteur sait déjà de quoi il va retourner, a déjà pré-rempli le dossier, a déjà réfléchi aux questions qu'il allait poser à la victime, et puis ensuite, bien c'est la recherche des éléments de preuve, c'est la recherche de l'auteur, et puis c'est essayer de déférer cet auteur à la justice pour qu'il soit relâché, hélas, dans la foulée. Mais ça, malheureusement, nous n'en avons pas de prise là-dessus, et je le regrette. Mais donc un progrès et puis une forme d'immobilisme, parce que les plaignants n'ont pas compris que la dimension investigation judiciaire y était associée toujours et qu'il devra se déplacer. Et les données massives Big Data sont de plus en plus utilisées pour anticiper les crimes. Cela aurait-il changé votre manière de commander une unité sur le terrain? Ça c'est pour les enquêtes les plus complexes, les plus difficiles. Non, un chef sur le terrain demeurera toujours un chef. Les big data, quels qu'ils soient, n'ont pas lieu d'être. Un chef sur le terrain, c'est l'exemplarité et c'est le courage. Mais également dans un bureau. Un chef, il est là pour montrer l'exemple. Un chef, il est là pour faire preuve de courage, pour avoir le courage de dire les choses à sa hiérarchie et à ses subordonnés. C'est ça le rôle d'un chef, digne de ce nom. Un chef, ce n'est pas la culture du pas de vague, c'est pas le carriérisme, c'est pas la frilosité, c'est pas bien écoutez, subissez et je n'y ferai rien parce que je me soucie de ma petite carrière et puis moi j'ai envie de la ficelle suivante ou de l'étoile suivante. Malheureusement, c'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui au sein des grands organismes d'État et c'est ce dont souffrent la plupart des gendarmes et policiers de France. Un chef, il est là pour soutenir ces hommes et ces femmes qui lui sont confiés. C'est ça le rôle d'un chef, d'être en première ligne, toujours le premier sur le terrain, à montrer l'exemple, à affronter le danger. Et je le raconte ça dans le livre, donc combien d'affaires criminelles et délictuelles suis-je intervenu à montrer l'exemple à mes hommes, à rentrer le premier, et si je dois prendre une balle, eh bien je la prendrai. C'est ça, risquer sa vie, parce qu'on fait un métier difficile, on fait un métier éprouvant, où on prend des coups. J'en ai pris moi-même. Je le raconte, vous l'avez vu, vous l'avez lu, Jean-Étienne. À de nombreuses reprises, j'aurais pu perdre la vie. Bon, Dieu ne l'a pas voulu, et je le remercie. Mais du coup, vous avez été confronté à la possibilité de donner votre existence et ça change beaucoup de choses. Moi, combien de fois me suis-je dit rétrospectivement, mais tu aurais pu y rester, quoi. Mais tant pis, c'est au chef. C'est au chef de prendre le risque lorsqu'il lui apparaît souhaitable. Et votre crédibilité auprès des hommes et des femmes, procède de cette capacité à affronter.
Bien sûr, parce qu'ils voient que celui qui est à leur tête ne reste pas planqué dans son bureau, a ménagé sa petite carrière, fait de son mieux, et c'est ainsi qu'on est fier d'appartenir à une institution, et c'est ainsi qu'on fait de son mieux et qu'on donne tout, par l'exemplarité. J'y crois profondément, et la big data n'aurait rien changé à cela. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez convaincu nos auditeurs Radio Courtoisie. Oui. J'espère. Je voulais aussi parler du numérique dans une perspective personnelle et politique. Après votre expérience de candidat aux législatives, comment le numérique a-t-il influencé votre campagne, tant dans la mobilisation que dans les critiques que vous avez pu recevoir? Bien, sur une législative, j'avais fait, lorsque je me suis présenté dans cette circonscription de Côte d'Or, celle de Beaune, la 5e circonscription, lorsque j'ai voulu devenir le député de cette circonscription, parce que comme je vous l'avais dit en amorce, lorsque vous voulez vraiment agir, vous devez rentrer dans l'arène politique et puis affronter tous les autres. Lorsque vous êtes très peu connu, moi j'avais privilégié le porte-à-porte, donc quelque chose de très physique, très éloigné du digital et du numérique, bien entendu. Le porte-à-porte, j'avais passé une année à sillonner les villages de ma circonscription de domiciliation, la circonscription dans laquelle je me présentais, aller rencontrer les personnes, me présenter, les écouter. Et j'avais été ainsi confronté à toute leur détresse, toutes leurs difficultés. Et lorsqu'on a affaire à ses concitoyens les yeux dans les yeux, ça change tout. Donc sur une circonscription, vous pouvez vous lancer dans cette bataille de proximité, la plus importante qui soit, avec les réseaux. Bien entendu, nous avions une agence de communication, nous avions également un site. Nous faisions savoir à nos concitoyens ce qu'il en était du programme du candidat. Et ça a également été très précieux et on ne peut l'obtenir que par le numérique. Mais sur une dimension présidentielle ou nationale, avec un nouveau parti politique, le numérique nous sera extrêmement précieux, fondamental, parce les réseaux permettent aujourd'hui de diffuser une vidéo, un enregistrement, une prestation, un programme de manière extrêmement rapide. C'est juste extraordinaire. À partir du moment où vous avez le bon discours ancré dans des actes, avec une crédibilité qui est celle d'un soldat qui s'est battu toute sa vie pour son pays, les personnes vous font confiance, parce que vous avez donné des preuves de votre engagement. Ça, c'est fondamental. Nos compatriotes ont tellement été trahis, baladés pendant des décennies, qu'ils ne font plus confiance. Et quand ils font confiance, ils le font vis-à-vis de quelqu'un qui a donné des preuves de son engagement, qui a risqué sa peau, qui a pris des coups, qui aurait pu mourir, comme je l'ai dit. Et comment sait-on qu'on aime passionnément son pays? C'est parce qu'on a été prêt à mourir pour lui. Combien de politiques ont eu ce parcours? Si peu. C'est pour ça qu'une infinité de nos concitoyens me disent « mais on a besoin d'un ancien soldat à la tête de ce pays, vous ou un autre. Peu importe, on a besoin de quelqu'un qui a porté la droiture, qui n'a jamais failli. » Et beaucoup le savent, je suis resté à mon niveau de grade pendant 23 ans parce que j'ai porté toujours la vérité, parce que je ne me suis jamais renié, parce que je n'ai jamais été carriériste. Moi, je ne suis pas venu sur Terre pour faire carrière. Ça m'intéresse pas. Alors que j'ai fait sincère. Comme vous l'expliquez sur notrenation.fr, par exemple. Ah oui, comme je l'explique sur Notre Nation. Donc, pour répondre à votre question posément, aujourd'hui, les réseaux sont absolument indispensables, mainstream ou autres, et ils permettent de diffuser une pensée, un programme, une volonté, de la faire connaître. Et après, c'est le cercle vertueux. Un militant peut en ramener 10 autres, faire connaître ce programme, se mobiliser, et puis se dire, à un moment donné, l'exaspération est telle, ça suffit. On a besoin de ces personnes parce qu'ils sont comme nous, parce qu'ils nous ressemblent, parce qu'ils ont vécu nos existences, qu'ils sauront nous représenter et qu'ils sauront faire ce qu'il faut parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils sont là pour servir et pas se servir. Et vous, d'ailleurs, vous parlez d'une France à reconstruire. Oui. Le numérique peut-il être un outil pour éveiller les consciences comme vous cherchez à le faire avec vos écrits? Tout sert l'évolution des consciences. Tout sert. Qu'il s'agisse des réseaux, du digital, des publications, des livres, des prestations au sein de Radio Courtoisie, des enregistrements, de la télévision, peu importe. Tout est utile pour permettre de faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Nos concitoyens savent ce qu'il en est des réalités, forcément, puisqu'ils y sont confrontés, en termes de déliquescence des services publics, en termes de violence, en termes d'irrespect, de perte d'autorité, de faiblesse, d'impuissance de la part de ceux qui nous gouvernent. Ils savent tout cela. Mais il s'agit de leur proposer une alternative, autre chose.
de leur dire voilà ce que nous allons faire parce que nous avons souffert depuis trop longtemps. Voilà ce que notre nation va pouvoir vous apporter. Et nous vous donnons des preuves de notre engagement, de notre passion pour notre pays parce que nous ne déjugerons pas à la différence de tous les autres. Parce que nous avons porté toute notre vie ces valeurs de droiture, de vertu, d'honnêteté. Nous voulons libérer les entrepreneurs, ceux qui créent de la richesse là encore, de tous ces carcans et nous le ferons. Parce que nous avons en notre sein des personnes qui ont entrepris, qui ont créé, qui ont été confrontées à tous ces blocages, à tous ces freins, qui en ont été désespérés. J'ai avec moi des entrepreneurs issus de la vie réelle. Moi, dans ce pays, on doit pouvoir devenir riche. Mais Seigneur Dieu, quand on prend tous les risques, quand on voit qu'on gagne si peu par rapport au matraquage fiscal, quand on voit que ceux qui ne font rien sont si avantagés par la République, mais on se dit que ça ne va pas. Tous les profits sont accaparés par cette dépense sociale qui permet de financer des gens qui ne font rien, qui usent et abusent en assister de la générosité de la République. Ça ne peut plus durer. De la solidarité, oui. De l'assistanat, non. On doit pouvoir entreprendre, employer, créer, rémunérer. Aujourd'hui en France, et on ne le peut pas, et notre jeunesse s'expatrie, et nos employeurs sont désespérés. Ça suffit, et notre nation y répondra. Une dernière question en tant qu'homme de terrain devenu auteur et figure publique. Comment utilisez-vous personnellement le numérique pour porter votre message aujourd'hui ? Eh bien, un exemple, une illustration claire, c'est ces centaines d'adhérents qui nous ont rejoints depuis quelques jours que notre association, que notre parti existe. Eh bien, je leur écris un courriel pour leur faire savoir où nous en sommes, pour leur faire connaître eh bien notre programme, notre stratégie. Tout cela est en construction, tout cela continuera d'évoluer au fur et à mesure, mais qui nous apporteront leur contribution parce que c'est extrêmement proactif. Nous sommes en train d'élaborer notre conseil stratégique. Nous allons bientôt nous structurer en faisant des appels à volontaires et tout cela se fait par les réseaux. C'est fondamental. Aujourd'hui, notre nation va se diffuser, va être connue, identifiée parce que nos militants relaieront notre démarche par les réseaux sociaux, essentiellement. Ça, c'est un apport, mais extraordinaire. On ne fait plus de la politique aujourd'hui comme on en faisait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les réseaux rendent tout possible. La communication peut être instantanée, la communication des programmes, des personnalités qui nous rejoignent et qui nous rejoindront, les conforteront dans leur choix. Ils verront que ce sont des personnes, hommes et femmes, qui ont eu à risquer, qui ont eu à prendre des risques, qui ont été confrontés à des difficultés innombrables et parce qu'ils ont été confrontés, veulent véritablement changer le pays. Des hommes issus du peuple et des femmes issues du peuple, pour véritablement changer la manière de faire de la politique. Ce sera notrenation.fr. Tout à fait. Oui, merci beaucoup Hervé Moreau, ce sera le mot de la fin. Je rappelle donc à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, Hervé Moreau, Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus.